Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Nefos C7, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous et que je vous ai présenté il y a peu lors de l'habituelle vidéo de déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. Le Nefos C7, c'est un mobile commercialisé par la marque TP-Link, le géant chinois, le géant mondial même des solutions réseau, Switch, Hub, etc. et qui déjà depuis à peu près 2 ans, environ 2 ans, commercialise une marque qui s'appelle Nefos et qui ne commercialise à son tour que des smartphones. Donc Nefos, ce ne sont que des smartphones et c'est une marque commercialisée par un géant chinois qui connaît bien son boulot en termes de produits réseau. Donc filaire et Wi-Fi, ça c'est le genre de sujet que Nefos et TP-Link maîtrisent. Le mobile que vous voyez tout de suite devant vous a été officialisé en février 2018, commercialisé à partir de mars 2018 et on est en mai 2018 lorsque je fais cette vidéo. Il est vendu au prix maximum conseillé de 159,90 €, donc clairement un prix entrée de gamme et c'est un prix agressif pour ce que propose le téléphone, à savoir un usage agréable, des spécifications tout à fait correctes pour son prix. Alors bien sûr, vous l'imaginez, on va prendre le temps de détailler ce mobile tout au long de cette vidéo, mais voilà, en préambule, je peux déjà vous le dire, c'est un mobile qui, pour son prix, offre un bon agrément, en offre, je trouve, pas mal. Voilà, on est satisfait par l'usage de ce mobile quand on le ramène à son prix. On n'est pas en phase d'un ultra haut de gamme, on est en phase d'un entrée de gamme qui est malin, qui est bien pensé, mais forcément, je vous en reparlerai en conclusion, et on va détailler tous ces aspects-là, tous ces aspects d'usage pendant cette vidéo. Alors, la première partie de cette vidéo va porter déjà sur le design. On est en face d'un mobile qui présente bien, en face d'un mobile qui a un bon niveau de finition, les éléments sont bien placés, c'est bien agencé, c'est bien construit. C'est un téléphone qui possède un look métal, effet métal, même si le dos du téléphone est en plastique. En tout cas, je pense qu'il est en plastique, ça m'étonnerait qu'il le soit en métal. Le look est donc sympathique, on est sur un look très en arrondi, qui rappelle un peu le look d'une marque californienne, ou en tout cas il y a quelques années, c'était l'un de leurs modèles ou plusieurs modèles, avec vraiment cet arrondi ici, cet aspect noir avec aspect grisé à l'arrière. D'ailleurs, petite parenthèse, ce téléphone est commercialisé dans 2 versions. La version grise-argent que vous voyez ici, qui s'appelle précisément, alors attendez, je vais vous retrouver son nom, parce que c'est très mignon comme appellation, c'est je crois, oui c'est ça, c'est le Cloudy Grey. C'est un gris, et vous l'aurez peut-être remarqué à l'image, alors je ne sais pas si ça passe très bien, mais c'est un gris qui tire un petit peu sur le bleu, un peu sur le violet. Donc voilà, le Cloudy Grey, qui est le mobile que vous voyez tout de suite devant vous, en tout cas le coloris que vous avez devant vous. Ce téléphone existe aussi en Sunrise Gold, donc le doré un petit peu jaune orangé. Voilà, donc c'est les 2 coloris de ce mobile. Un mobile qui présente bien, un mobile qui est unibody, vous ne pouvez pas, en tout cas vous ne pouvez pas, à moins de le démonter, mais vous ne pouvez pas extraire le cache batterie pour accéder à la batterie et remplacer par exemple la batterie. Pour faire ça, il faut passer par une procédure de type SAV, réparation. Voilà, mais on est sur un téléphone qui présente globalement bien, unibody, mais c'est un grand classique maintenant sur le marché. Vraiment, les téléphones avec des caches batterie qui s'enlèvent désormais, c'est extrêmement rare. La vitre avant a un effet 2,5D qui est légèrement arrondi pour, on va dire, avoir un effet un peu plus doux au toucher, mais c'est très léger. Et on est sur un téléphone qui a des dimensions qui sont, on va dire, relativement généreuses parce qu'on a un écran de 5,5 pouces, sur lequel je vais revenir, qui force à avoir une prise en main un peu ample, c'est-à-dire que votre main va être un peu plus élargie que si vous n'aviez un téléphone doté d'un écran 5 pouces. Mais ça, c'est assez logique, hein, vous l'aurez compris. Le téléphone a donc des dimensions, pour être tout à fait factuel, qui sont 15,4 cm de long, 7,7 cm de large et 0,8 cm d'épaisseur. Le tout pour un poids relativement léger, 157 grammes. C'est dans la bonne norme, c'est bien, c'est vraiment sympa. Un poids léger, donc le téléphone se fait plutôt oublier. Une fois qu'on l'a en main, il n'y a pas de sentiment de lourdeur. Le capteur d'empreinte digitale que vous voyez au dos tombe bien sous le pouce. Vraiment, je trouve que déverrouiller le téléphone avec ce capteur d'empreinte digitale, c'est assez intuitif, assez naturel. En plus, il est très efficace, ce capteur d'empreinte digitale. Donc, bon point ici pour, on va dire, l'ergonomie du téléphone. Si on fait le tour du propriétaire, vraiment pour regarder un petit peu comment il est construit. Sur le côté gauche, on retrouve ici un slot. Le slot permet de placer 2 cartes SIM format nano ou une carte SIM et une micro SD. Donc si vous voulez mettre une micro SD, vous êtes obligé de sacrifier un des 2 ports de carte SIM. Encore une fois de plus, c'est un grand classique. Sur le dessus du mobile, on retrouve un mini jack. Sur le côté droit, on retrouve le bouton on-off, le bouton de contrôle de volume. Sous le dessous du mobile, on retrouve une grille ici qui pourrait laisser penser qu'on a 2 haut-parleurs, mais non, on n'en a qu'un. C'est un effet de style. Ici, c'est le micro, ici, c'est le haut-parleur, et là, on a le connecteur micro USB. À l'arrière du mobile, un capteur photo avec son flash LED, le capteur d'empreinte digitale, le marquage Nefos, qui est la marque, et on se souviendra donc que c'est bien du TP-Link, puisque c'est aussi écrit ici.
Voilà, donc c'est un téléphone qui présente bien, un téléphone qui est doté de dimensions un peu généreuses, mais au regard de son écran, c'est assez logique. On n'est pas sur un borderless 18 neuvième, on est sur un écran 16 neuvième qui suppose que le téléphone a un encombrement. Et on ne peut pas tout avoir. Alors justement, je vous parlais de l'image. Alors ce téléphone a donc un écran de 5,5 pouces, sur lequel on va tout simplement s'attarder, puisqu'on va parler de l'image. On va parler de la qualité de l'image. Voilà, je vais lancer une petite vidéo pour illustrer mon propos, avec un petit peu de son, et le tout en espérant bien sûr que mon Wi-Fi ne rame pas trop, et ça va. Voilà, donc on va juste mettre un petit peu de son, mais on va pas non plus étouffer ma voix par le son de la vidéo, même si vous avez peut-être envie de la regarder. Big Bang Bunny, un grand classique. Donc, l'écran, 5,5 pouces de diagonale, résolution HD, donc c'est du HD 720, donc c'est 1280 par 720 pixels. Donc c'est du HD, c'est pas du Full HD, mais à ce niveau de prix, on peut pas trop en demander non plus. La densité de pixels, 267, et le nombre de nits, 500 maximum. Je mettrai probablement une incrustation pour vous permettre d'avoir une petite idée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette abondance de chiffres que je vous ai donné? Eh bien tout simplement que 1, la diagonale est supérieure à ce que l'on a l'habitude d'avoir, donc ça peut donner potentiellement ce côté cinéma, donc vous avez un écran qui est plus agréable en termes de diagonale, plus confortable, premier point. Deuxièmement, eh bien, c'est une technologie IPS qu'utilise cet écran, qu'utilise ce smartphone pour cet écran. Donc c'est pas du Super AMOLED, c'est de l'IPS, donc ça reste quand même un très bon écran. C'est pas du Super AMOLED avec des contrastes très profonds, mais c'est un IPS avec l'avantage d'avoir une bonne luminosité, 500 nits. C'est d'ailleurs, petite parenthèse, 500 nits supérieur aux 450 nits que revendique la marque. Alors vous allez me dire les nits, qu'est-ce que c'est? C'est bien beau de me parler de nits, mais je sais pas ce que c'est. Eh ben, je suis pas très étonné parce que les nits non plus, ça parle pas à tout le monde. Les nits, c'est ce qui permet de valoriser la capacité qu'a le téléphone à avoir une lumière forte ou pas forte. Et plus le score est élevé, plus le téléphone peut avoir une luminosité élevée. Alors je le rassure, c'est réglable et c'est même réglable en automatique. Mais l'avantage d'avoir un téléphone avec un écran qui a beaucoup de nits, c'est quand vous êtes au soleil par exemple à l'extérieur et qu'il y a un beau soleil, eh bien plus le téléphone peut donner des nits, plus forcément vous allez avoir une image qui va être plus facile à lire au soleil. Donc il faut vraiment que le score soit le plus élevé possible. En général, c'est mieux. Alors, les très entrées de gamme aujourd'hui en termes de smartphone, c'est des 200 à 300 nits. C'est pas bon. Les très haut de gamme, les ultra haut de gamme sont dans les 600, voire parfois même un petit peu plus. Et là, on est à 500, ce qui est supérieur d'ailleurs à ce que revendique la marque, 450, je le rappelle. Eh bien, c'est bien. Voilà, donc on a une image qui est plutôt belle, avec pas mal, enfin un score de nits élevé. Alors plutôt belle en termes de gestion des couleurs, en termes de netteté, ça c'est un peu subjectif, ça dépend de vous. Mais pour parler de façon factuelle, là, pour revenir un petit peu sur ce qu'on sait faire chez Tough or Phone, l'objectivité, et bien pour revenir de façon factuelle, 300 ppp, pixels par pouce, c'est ce qu'on estime nécessaire pour ne pas les voir à l'œil nu, et bien ce téléphone en propose 267. Donc on est en dessous du score minimum pour ne pas les voir à l'œil nu, mais d'un autre côté, je vous rassure, hein, quand vous regardez le téléphone à, on va dire, une trentaine ou cinquantaine de centimètres de vos yeux, normalement, les nits, vous n'allez pas vous focaliser là-dessus. Mais bon, les vrais amateurs d'images précises qui ont déjà eu des téléphones haut de gamme en main vont peut-être trouver qu'il y a un manque de netteté au niveau de l'image ici proposée. Après, je vais vous le dire, le commun des mortels, j'en fais partie, prendront ce téléphone en main, regarderont une vidéo et ne se rendront pas compte au bout d'un moment, justement, du manque de netteté. Voilà. Donc c'est un téléphone qui propose un vrai agrément au niveau de l'image. Au niveau du son, alors vous avez l'écouteur, rien à redire dessus, il fournit un son tout à fait correct. Vous avez le jack, donc le mini jack qui lui aussi fournit un son tout à fait correct. En Bluetooth, bon, ça dépend plutôt de votre casque plutôt que du téléphone en lui-même, puisque la connexion n'a pas vraiment de gros poids sur la qualité du son qui va être véhiculé sur votre casque Bluetooth. Donc passons très rapidement, enfin, voilà, je ne vais pas m'attarder sur cet aspect-là, on pourrait en parler des heures. Et le haut-parleur, lui, offre un son qui peut être puissant, qui va jusqu'à 110 décibels, et qui reste relativement clair, relativement voilà, agréable à écouter, même si je ne suis pas convaincu qu'on écoute tous notre musique avec le haut-parleur. Mais par exemple, quand vous êtes en jeu 3D, là, que vous faites votre petit jeu, d'ailleurs je vais en reparler tout à l'heure des jeux, eh bien vous prenez votre téléphone, alors vous évitez d'étouffer le son, ce serait dommage, mais vous prenez votre téléphone, décontracté, détendu, puisque vous allez jouer à un jeu, ça va être agréable, et voilà, vous écoutez eh bien, le son du jeu vidéo, jusqu'à 110 décibels. Donc 110 décibels, je vous rassure, ça vous arrache les oreilles, hein, franchement. Donc voilà, donc une bonne qualité d'image, quand on ramène ce téléphone à son prix aussi, et une qualité de son, eh bien tout à fait correcte. Rien à redire là-dessus. Voilà.
Donc maintenant, on va parler des performances. Alors justement, quand on parle des performances, ça va aussi me permettre de vous montrer probablement une petite séquence de jeu, Asphalt 8 peut-être. Alors les performances de ce téléphone. Alors ce téléphone est doté d'une plateforme. Alors qu'est-ce que c'est qu'une plateforme? C'est quoi? En général, le mot plateforme, on l'utilise plutôt pour plutôt aussi pour ce qui est l'univers de l'informatique. Mais comme un smartphone, on n'en est pas très loin, on va dire plateforme. Plateforme, c'est, on va dire, le triptyque de composants qui sont le processeur, la mémoire vive et le processeur graphique. En tout cas, en smartphone, c'est ça une plateforme. Eh bien, le triptyque de composants que je viens de vous indiquer, donc qui sont processeurs, c'est un 8 cœurs, donc 4 sont cadencés à 1,5 GHz, 4 sont cadencés à 1 GHz. Précisément, le modèle, c'est le MediaTek MT6750. La mémoire vive, on a 2 Go. Le processeur graphique, c'est un Mali T860. Alors, les composants dont je viens de vous parler à l'instant sont des composants, et donc cette plateforme, c'est extrêmement connu. C'est une plateforme que l'on a déjà vue chez de nombreux constructeurs, sur de nombreux mobiles. Voilà, je vous parlais justement du téléphone de sa plateforme, Nefos C7, on le voit ici. On voit le processeur, alors ici il est identifié comme un MT6755. C'est une variation, hein. Le processeur graphique, un c'est un Mali T860 qui va avec MediaTek, le processeur que je vous indiquais. 2 Go de mémoire vive, on les voit ici. Bon, alors tout ça pour vous dire quoi? Eh bien tout ça pour vous dire que le téléphone est doté d'une plateforme qui est celle d'un entrée de gamme d'aujourd'hui. Bon, il y a 2 ans on aurait dit que c'était un moyen de gamme, voire tendance haut de gamme. Vous le savez, le temps évolue, les performances et bien des téléphones évoluent tout le temps. Donc du coup aujourd'hui, ça reste un entrée de gamme. Et c'est un entrée de gamme qui est capable de faire fonctionner toutes les grosses applications et tous les gros jeux 3D, à l'exception peut-être de certains gros jeux 3D qui sont en train de sortir en 2018. Donc par exemple du Asphalt 8, pas de problème, on peut y jouer, ça marche très bien, mais peut-être PUBG, du Fortnite, ça risque d'être compliqué pour ce téléphone, parce qu'on le sent, en 2018, il y a un virage au niveau du gaming mobile qui est en train de s'opérer, et on voit des jeux mobiles qui arrivent, qui sont de plus en plus gourmands. Ça a mis très longtemps, hein. Pendant très longtemps, on n'a pas eu d'évolution au niveau du gaming mobile, mais on sent que l'année 2018, c'est une année où les éditeurs arrivent sur le mobile et veulent mettre des jeux qui sont performants, puissants, mais qui en demandent, quoi. Voilà, gourmands. Voilà. Et même des téléphones ultra haut de gamme comme des Samsung Galaxy S9 vont galérer potentiellement à afficher des 60 FPS sur certains gros jeux, hein. Je pense qu'on va plutôt tomber dans les 30. Donc ce téléphone, tout ça pour dire quoi? Eh bien, il est capable de jouer à tous les jeux du catalogue 2017 en jeu 3D. Mais c'est vrai que sur les nouveaux qui vont sortir en 2018, ça peut être compliqué et du coup, vous aurez peut-être pas le nouveau catalogue. Mais d'un autre côté, à vous de savoir si vous avez envie de lâcher 800 € pour jouer à des gros jeux 3D qui sont en train de sortir. Je vous le rappelle, une Xbox aujourd'hui, vous les trouvez à moins de 200 €. Si vous avez vraiment envie de faire du gaming, vous achetez une Xbox. Voilà, c'est le petit message comme ça. Bon, vous le savez, moi je suis gamer, notamment PC, console, et je suis très fan de Xbox, et je trouve que chaque appareil a un petit peu sa fonctionnalité. Ici, vous pourrez jouer à du Clash of Clans, par exemple, sans aucun souci. Voilà, alors ça c'était pour parler des performances. Alors vous l'aurez remarqué, en toutou, je ne vous parle pas de score en toutou. En général, sur cette plateforme, on est dans les 50 000 points. Pourquoi je ne vous en parle pas? Parce que ce téléphone n'a pas été capable de scorer justement avec Antutu. N'a pas été capable, ça n'a pas fonctionné. Par contre, ça a fonctionné avec 3D Mark, et 3D Mark, sur le score Ice Storm Extreme, j'arrive à avoir 5400 points. Ce qui est, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est tout à fait classique pour cette plateforme. Alors maintenant, on va aussi parler, d'autre chose. On va parler de la mémoire de stockage. Ce téléphone a 16 Go de mémoire de stockage embarquée. C'est ce que est revendiqué par le constructeur. Oui, c'est vrai. Sauf que lorsque vous allumez un smartphone pour la première fois, vous le savez, il y a le système d'exploitation qui prend une partie de la mémoire, il y a la surcouche, il y a les premières mises à jour, etc. Donc lorsque vous avez allumé ce téléphone pour la première fois et que vous avez fait toutes les mises à jour, vous tombez à 10,1 Go de mémoire de stockage disponible. Alors c'est suffisant, hein, pour installer des applications et des jeux, vous n'allez pas galérer, à moins d'être un gros gourmand et de mettre beaucoup d'applis et de jeux, ça devrait bien se passer. Vous avez la possibilité d'ailleurs de mettre une micro SD. Parenthèse, cette micro SD n'acceptera que les fichiers, on va dire, type statique, hein. C'est pas des jeux, des applis, c'est des vidéos, c'est des photos, c'est des MP3, mais ça ne sera pas des jeux et des applis. Autre parenthèse, vous avez la possibilité de vous servir du port micro USB, et notamment avec ce genre de clé, d'avoir un regain de mémoire supplémentaire, parce que le téléphone est doté d'une fonctionnalité qui est l'USB OTG, que vous venez de voir se déclencher tout en haut, et qui me demande clé USB, qu'est-ce que j'en fais? Voilà, hein. Donc ça, c'est aussi pour vous indiquer que vous avez la possibilité d'ajouter de la mémoire supplémentaire. Alors, petite parenthèse encore, vous le savez, les micro SD aujourd'hui, 64 Go de micro SD, on arrive à en retrouver pour une vingtaine, une trentaine d'euros. D'ailleurs, sur notre site et sur l'article même de test de ce téléphone, vous retrouverez des bons plans pour les micro SD. Alors, on a parlé de la mémoire, on a parlé des performances de ce téléphone, maintenant on va parler de la connectivité.
Alors je le rappelle, Nefos c'est quand même un leader mondial. En termes, c'est le leader mondial, c'est pas un leader, c'est le leader mondial des solutions réseau, donc que ce soit filaire ou Wi-Fi. Et donc du coup, quand ils commercialisent un téléphone qui est doté justement de cette capacité de connectivité, eh bien ils savent faire, d'autant plus qu'ils leur font passer des batteries de test. Et alors ce téléphone est effectivement doté d'une bonne connectivité. On a de la 4G LTE, catégorie 4 d'ailleurs pour être précis, 100 mégabits en download, 50 mégabits en upload, pardon. Globalement, dites-vous que c'est ce que vous offre aujourd'hui un opérateur en France et les opérateurs en France ne font pas plus que ça, hein. Voilà, donc vous êtes au niveau maximum de ce que peut proposer un opérateur de manière régulière en France. Alors je vous dis pas que certains opérateurs ne sont pas capables de proposer de gigas, mais en général c'est sur des tests de très courte durée avec un téléphone sur une antenne donnée. Quand on est grand public, comme moi, je prends le téléphone, je vais dans la rue, bon, bah voilà, on est au maximum de ce que propose un opérateur aujourd'hui en France. Donc une bonne 4G LTE qui est dotée des fréquences B3, B7 et B20. Alors il manque la B28 qui vient tout juste d'être déployée en France. C'est pas très grave en soi parce qu'aujourd'hui, bon, il n'y a pas vraiment beaucoup de téléphones qui sont en B28 et c'est pas non plus la fréquence la plus exploitée. Parce que aussi il n'y a pas beaucoup de téléphones. Bon, vous voyez, hein, là c'est un peu le chat qui se mord la queue, mais passons. Le chat ou le serpent, plutôt, le serpent. Alors, on a parlé de la 4G, bien sûr, ce téléphone, quand vous êtes dans une zone où il n'y a pas de 4G, il y a de la 3G+. Heureusement, mais ça, encore une fois de plus, c'est un grand classique. Mais si jamais vous êtes dans un coin où la 4G ne passe pas, vous aurez de la 3G+. Alors, le téléphone, comme je vous l'ai indiqué, il y a deux emplacements de carte SIM, format nano. Si vous voulez mettre une micro SD, vous êtes obligé de sacrifier le port, le slot de la carte SIM numéro 2. Donc les deux cartes SIM sont au format nano. La micro SD dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur laquelle vous ne pouvez pas mettre les jeux et les applications, peut aller en termes de capacité jusqu'à 128 Go. C'est ce que supporte le téléphone, c'est ce que revendique la marque. Ensuite, on retrouve quoi d'autre? Eh bien, plein de connectivité, ce qui est assez logique. On retrouve du Wi-Fi, du Bluetooth, du AGPS GLONASS, donc on a les deux réseaux de satellites, américains, russes. On a aussi de la radio FM. Alors la radio FM que l'on voit ici notamment, là, tout de suite, je vous la lance, mais qui nécessite que vous mettiez le kit piéton en guise d'antenne. Encore une fois de plus, un grand classique. Sans le kit piéton, vous n'aurez pas la possibilité d'écouter la radio. Mais elle est bien présente. Il y a bien un tuner radio dans ce téléphone. L'USB, micro USB, pardon. Le micro USB est bien aussi USB OTG. Vous pouvez charger votre téléphone via micro USB, ce qui est assez logique. Mais vous pouvez aussi ajouter une clé, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, pour avoir plus de mémoire. Et ce genre de clé là, ça vaut pour 16 Go, ça vaut une vingtaine d'euros encore une fois de plus. Donc c'est pas vraiment l'investissement le plus déraisonnable qui soit pour accompagner votre smartphone. Et alors, vous me posez souvent cette question et je vous le montre régulièrement. Le téléphone, il est doté de capteurs, hein, parce qu'on parle de connectivité, mais en général, certains testeurs oublient de parler de capteurs. Alors, les capteurs, eh bien ce téléphone, il est bien doté. C'est-à-dire qu'on est sur un téléphone qui a notamment de l'accéléromètre, du gyroscope, de la boussole, etc. Et on est donc sur un téléphone qui permet de faire de la réalité augmentée, qui permet de faire de la réalité virtuelle. Donc en gros, jouer à Pokémon Go sur ce téléphone, c'est possible parce que vous avez les capteurs nécessaires. Voilà, donc ça c'est une bonne note supplémentaire. Autre capteur dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui tombe bien sous l'index, c'est le capteur d'empreinte digitale. Alors vous pouvez configurer plusieurs empreintes digitales, je vous rassure, pas qu'une seule. Mais l'avantage de ce capteur digital, d'empreinte digitale, pardon, et le constructeur a raison, c'est que le téléphone se déverrouille extrêmement rapidement et efficacement. Un primo, il se déverrouille vite. Le constructeur revendique qu'il faut 0,2 secondes pour déverrouiller le téléphone avec le capteur d'empreinte digitale. Je veux bien le croire, parce que franchement, les tests que j'ai faits, j'aurais probablement mis une incrustation, ou là je vais le faire. Effectivement, c'est le cas, ça va vite. Deuxièmement, le capteur, j'ai pas réussi à lui faire à le faire se tromper, c'est-à-dire que j'ai utilisé mon index qui est l'empreinte digitale que j'ai configurée sur ce téléphone. J'ai utilisé les autres doigts pour voir si ça marchait, si j'arrivais à le faire se tromper. Non, il se déverrouille uniquement avec la bonne empreinte digitale, donc c'est quand même un bon point. Donc il se déverrouille vite, mais certains constructeurs déverrouillent vite leur téléphone. Là, je parle des petits constructeurs chinois qui sont assez malins et qui des fois font des petites bêtises en termes de conception de téléphone. Et bien des fois, il y a des petites astuces qui consistent à dire que ça se déverrouille vite, mais en fait ça se déverrouille avec quasiment n'importe quelle empreinte. Ici, ça se déverrouille vite, mais ça se déverrouille avec la bonne empreinte. Donc il n'y a pas de trick, il n'y a pas de cheat au niveau de ce capteur d'empreinte digitale qui marche très bien. Voilà, donc on a parlé des capteurs, on a parlé de la connectivité, on a vraiment fait le tour là-dessus. Il reste un point quand on parle de connectivité sur lequel il faut s'attarder, c'est le débit d'absorption spécifique, à savoir est-ce que le téléphone émet beaucoup d'ondes ou pas lorsqu'on est en usage, que ce soit cellulaire, donc c'est-à-dire la voix ou data, hein, tout simplement, GSM ou cellulaire, pardon. Est-ce que ça envoie justement beaucoup d'ondes? Eh bien ce téléphone a un DAS de 0,42 watts par kilo
à la tête, c'est un score tout à fait convenable aujourd'hui en 2018. Pour un téléphone conçu peut-être fin 2017, mais en tout cas commercialisé en 2018, c'est un score tout à fait convenable. On est dans les bons standards. Voilà, on est dans les bons standards à tel point que certains gros constructeurs devraient plutôt prendre exemple, comme quoi c'est faisable d'avoir des petits DAS et des téléphones qui ont des bonnes accroches. Alors maintenant, il est temps de passer au système d'exploitation. Alors certains amateurs avisés auront remarqué que bien évidemment, alors on est sur de l'Android, ce qui est assez logique, hein, parce que Windows aujourd'hui c'est mort en smartphone, il reste que iOS ou Android. Bon, donc voilà, il n'y a pas trop d'erreurs possibles. Donc on est sur Android, mais on est sur un Android surcouché. Alors précisément, on est sur Android 7.0, voilà, sur laquelle on a une surcouche. Alors est-ce que je peux vous montrer la version justement Android 7.0? Non, on la verra peut-être pas ici, information légale non plus. On n'arrivera pas à le voir, je crois, hein. Ça va être compliqué. Mise à jour. Ouais, non, on voit juste uniquement la surcouche. Donc, on est bien sur Android 7.0 Nougat, sur lequel le constructeur, donc Nefos, TP-Link, a mis une surcouche qui s'appelle NFUI, Nefos User Interface, pour la version 7.0. Alors, c'est une surcouche qui n'est pas trop gourmande, dans le sens où elle n'ajoute pas trop d'effets spéciaux, pas d'effet 3D quand on change de panneau. Tout est. Alors, pas trop d'effets spéciaux, un petit peu de design. Vous l'avez vu, il y a des fonds d'écran qui ont été retravaillés et il y a des fonds et des icônes. Donc voilà, c'est du design. Un petit peu d'ergonomie, puisqu'on n'a pas de profondeur de navigation. On n'a plus le menu qui permet d'aller justement dans le chariot d'application. On a uniquement des menus à plat, ou en tout cas des panneaux d'accueil qui se suivent les uns les autres et qui permettent d'organiser les icônes et donc les applications, soit par dossier, soit simplement comme ça, sans les mettre dans des dossiers. Donc c'est une navigation qui est très à la chinoise. Beaucoup de constructeurs aujourd'hui chinois, que ce soit des petits constructeurs ou des gros constructeurs qui vendent jusqu'à 150 millions d'unités par an, et vous voyez peut-être le type de marque dont je parle, ces constructeurs qui sont chinois ont cette habitude effectivement de mettre des surcouches où la navigation devient à plat. Et c'est le cas ici, on est sur une ergonomie à plat avec des panneaux d'accueil. Ça peut potentiellement être déconcertant pour les utilisateurs qui ont l'habitude d'avoir des profondeurs de navigation et notamment qui utilisent par exemple des téléphones qui sont, on va dire, Android stock. Là, on n'est pas très loin du Android stock, mais voilà, il y a quelques subtilités du design et de la navigation et de l'ergonomie. Mais on a aussi, alors, de l'application. Mais très peu. Ce qui me fait dire que justement cette surcouche est légère, elle n'en demande pas trop. Alors on a des applications qui sont principalement des applications Nefos ou plutôt TP-Link pour permettre de fonctionner, ou en tout cas on va dire synchroniser le téléphone avec des appareils TP-Link qui sont des appareils réseau, des appareils domotiques. Est-ce que c'est ce que vous allez utiliser comme application? Est-ce que vous avez aussi les autres appareils TP-Link? Pas forcément, vous n'êtes pas obligé de les avoir de toute façon. Voilà, mais il n'y a que 3 applications qui sont des applications, on va dire, des applications TP-Link. Vraiment. Mais le reste, il n'y a pas. Il n'y a pas d'application promotionnelle, il n'y a pas d'application publicitaire, il y a un magasin de thèmes, mais qui est extrêmement sommaire et qui ne voit pas des thèmes supplémentaires être ajoutés. C'est léger en termes de surcouche. Alors après, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a de l'ergonomie qui a été modifiée. On peut même appeler ça presque de l'applicatif. Parce que par exemple, on arrivera à trouver, alors si je me mets au bon endroit bien sûr, on arrivera à trouver des raccourcis. On peut par exemple avoir ça, réglage des boutons. Vous l'avez peut-être remarqué depuis le début, j'utilise ici cette touche retour et ici cette touche, on va dire multi-fenêtre. Eh bien vous avez la possibilité par exemple de changer l'ordre et d'inverser les deux. Voilà, donc bon, pourquoi pas. Vous avez la possibilité d'ajouter un bouton, ici vous allez le voir, qui permet d'avoir des raccourcis supplémentaires. Ok, encore une fois de plus, ça c'est de l'ergonomie. Vous pouvez aussi avoir une possibilité, voilà, glisser 3 doigts sur l'écran afin de prendre une capture d'écran. Voilà, vous avez aussi cette possibilité-là. Et vous avez d'autres gestuels, puisque vous pouvez aussi, par exemple, faire des lettres, l'écran éteint, pour tout simplement le réveiller sur une application. Euh, voilà, vous avez cette notion aujourd'hui apportée par cette surcouche qui est une notion un petit peu d'ergonomie, d'usage, d'application, mais ça reste très léger et j'ai envie de vous dire tant mieux. Tant mieux parce que ça permet au téléphone de mettre on va dire, toute sa ressource, toute sa performance, non pas sur le système d'exploitation et sa surcouche, mais plutôt dans l'application et le jeu que vous allez lancer. C'est surtout ça qu'on retiendra. Voilà donc une surcouche, on va dire sympathique, sur laquelle malheureusement j'ai 2 petites critiques à faire. Alors la première critique, c'est que malheureusement, impossibilité d'ajouter les applications et les jeux sur la micro SD alors que c'est une fonction de base sur Android 7.0. Donc c'est dommage, la surcouche ici eh bien, bloque cet usage-là. Deuxième particularité, c'est qu'il est impossible
en tout cas, de faire du multiscreen, pardon, du multi-fenêtre, du split screen, et donc de séparer l'écran en deux, ce qui est pourtant une fonctionnalité, encore une fois de plus, proposée par Android 7.0. Donc il y a deux fonctionnalités très intéressantes d'Android 7.0 qui ne sont pas disponibles ici, qui le seront peut-être prochainement avec des mises à jour, si Nefos fait des mises à jour là-dessus, mais qui ne sont pas proposées ici. C'est un petit peu dommage, parce que c'est typiquement le genre de fonctionnalité qu'on aime bien justement sur Android 7.0. Bon, voilà, donc ça c'est les deux petites choses. Micro SD, donc extension on va dire de la mémoire interne via la micro SD, et le multi-fenêtre. Voilà, le multi-fenêtre, mais vraiment fenêtre, écran fenêtré, hein, sur le split screen, voilà, tout simplement. Voilà. Au niveau de l'usage de smartphone, alors vous l'imaginez, c'est un téléphone qui est capable de téléphoner, de recevoir des MMS, de recevoir des SMS, d'envoyer des emails, ce que vous voulez. C'est un smartphone moderne. C'est un smartphone qui permet aussi de faire des jeux 3D, je vous l'aurais probablement montré tout à l'heure avec Asphalt 8. Très bien. Alors, c'est aussi un téléphone donc, qui est capable de lire des vidéos, des MP3. Encore une fois de plus, l'usage multimédia, il est là. Alors, il y a quand même deux usages aujourd'hui qui permettent de distinguer les smartphones entre eux, à savoir la qualité photo, d'une part, et l'autonomie. Hein. C'est en général, aujourd'hui, les smartphones, on arrive à les distinguer, bon smartphone, mauvais smartphone, grâce à ces usages. Alors, en termes de qualité photo, alors l'appareil photo dorsal est un 13 mégapixels qui prend des photos, on va dire, rapides, efficaces. L'autofocus se positionne plutôt rapidement, c'est correct. Alors la qualité photo, elle n'est pas non plus bluffante. Voilà, comprenez bien ce que je veux dire, c'est correct. Et si je vous donne un petit détail au niveau de mon propre ressenti au niveau de la qualité photo, si la prise de vue est rapide, si l'autofocus se positionne bien, ce qui est quand même deux bons points, j'ai tendance à remarquer, en tout cas encore une fois de plus, c'est ma propre appréciation, que les photos ont une petite teinte jaunâtre, orangée. J'ai l'impression qu'il y a une petite aberration chromatique, ou en tout cas que le téléphone a tendance à aller vers le jaune orangé, et je pense que c'est plus lié à l'application qu'au matériel lui-même. Je vois mal le capteur avoir un filtre interne qui teinte la photo en jaune. Donc je pense que c'est plutôt de l'application. Voilà, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, si l'autofocus est rapide, le entre guillemets macro est pas non plus trop proche. C'est-à-dire qu'il vous faut vraiment une distance minimale d'1 mètre, voire même un peu plus, pour que l'autofocus fasse bien son travail et que vous n'ayez pas un flou. L'effet bokeh est plutôt moyen sur ce téléphone, donc entre guillemets moyen, c'est plutôt pour vous dire qu'il n'y en a pas vraiment. Il n'y a pas vraiment d'effet bokeh, donc c'est-à-dire la gestion de la profondeur de champ avec du flou au deuxième plan et du net au premier plan. Mais je le rappelle, on est sur un téléphone entrée de gamme proposé à 160 € hors taxe, prix maximum conseillé, hors taxe rien à voir. Donc 160 €. Donc globalement, c'est un téléphone qui prend des photos, on va dire, qui, pour le prix de ce téléphone, sont correctes. Mais c'est vrai que si vous êtes un fan de photos, vous allez sentir un petit peu la distorsion, enfin cette aberration chromatique. Vous allez potentiellement aussi sentir un manque de netteté et surtout un manque de piqué de l'image. Mais bon, voilà, ça c'est quand on est critique et quand on fait des tests. Parce que la plupart du temps, quand vous allez prendre le téléphone pour prendre une photo justement de votre neveu ou une photo de paysage ou j'en sais rien, ce que vous voulez, eh bien ça reste correct. Mais c'est vrai que pour les selfies, par exemple, même si vous avez un mode Face Beauty, hein, donc ce réglage de grain de peau, bah potentiellement, si vous prenez la photo trop près de votre visage, vous allez sentir le manque de netteté, le manque de gestion de profondeur de champ. Voilà. Mais passons, la qualité photo n'est pas non plus mauvaise, elle est tout simplement, on va dire, correcte pour le prix de ce mobile. Au niveau de la batterie, bonne surprise. Alors bonne surprise parce que je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais à une autonomie correcte. Mais le téléphone se débrouille très bien. C'est-à-dire qu'il a une batterie de 3060 mAh qui pour un téléphone de cette consommation théorique, c'est-à-dire écran de 5,5 pouces, performance, on va dire entrée de gamme, bon, c'est bien, mais c'est le minimum. Voilà, on préfère quand même avoir des batteries surdimensionnées aujourd'hui dans les smartphones. 3000 mAh pour un smartphone de cette taille en termes d'écran et autres, c'est standard. C'est pas bon, c'est normal. Mais l'autonomie de ce téléphone, parce que je pense que les composants sont pas trop énergivores, parce que je pense que quand on règle bien l'énergie, la consommation énergétique avec l'écran, ça se débrouille bien. Ce téléphone consomme pour une heure de vidéo entre 12 et 14% de batterie. Donc ce qui veut dire que, en théorie, pour un usage standard, c'est-à-dire que vous allez faire une demi-heure d'appel par jour, une demi-heure de jeux vidéo, une demi-heure d'internet, etc. Vraiment un usage, on va dire modéré, mais modéré standard, classique, eh bien vous allez probablement, voire même certainement dépasser la journée avant de le recharger. On est plutôt dans un usage comme le mien, standard sur ce type de téléphone quand je suis en test, plutôt sur 1,5 jours. Donc on est sur une bonne autonomie et c'est une bonne surprise. C'est vraiment une bonne surprise, je ne m'attendais pas à arriver à 1,5, je m'attendais plutôt à tomber dans les 1,0, c'est-à-dire un jour. Donc bonne autonomie, bon point.
Voilà, donc il est temps d'arriver à la conclusion de ce test et de vous dire globalement ce que je pense de ce téléphone. Alors, je vous l'ai dit en début de vidéo, je pense que vous l'avez compris. Pour son prix, c'est un bon téléphone. Il aurait été vendu 50 euros plus cher, je ne vous l'aurais pas dit, ça, bien sûr, vous l'imaginez. Mais pour 160 euros maximum, on est sur un téléphone qui en propose pour son argent. C'est un bon usage. On a plaisir à utiliser ce téléphone. On peut regarder des vidéos, on peut regarder des vidéos de bonne manière, on peut jouer à des jeux 3D de bonne manière, on a une bonne fluidité d'image quand on ne parle pas des jeux 3D type PUBG ou Fortnite. On a voilà une vraie satisfaction d'usage sur un smartphone qui est plutôt élégant, plutôt bien conçu, bien pensé. Voilà, donc globalement, vous l'avez senti, j'ai pas d'enthousiasme démesuré parce qu'encore une fois de plus, on n'est pas ici en face d'un téléphone qui vaut 800 euros et qui propose de faire le café. On est ici en face d'un téléphone qui en propose pour son argent et qui offre un vrai agrément d'utilisation. Vous n'êtes pas déçu quand vous utilisez le Nefos C7. Vous êtes satisfait parce que vous avez payé 160 euros pour un téléphone qui est sympa, satisfaisant. Voilà, globalement agréable. Voilà, donc c'était ma petite conclusion de cette vidéo. Donc un mobile que je vous recommande à l'achat si vous avez l'opportunité de le trouver. Parce qu'aujourd'hui, la principale difficulté pour ce Nefos C7, c'est tout simplement parce que c'est tout simplement de le retrouver en boutique. En boutique physique, c'est très difficile, je trouve. Par contre, sur Internet, on arrive déjà à le retrouver. Donc, encore une fois de plus, vous avez notre comparateur de prix pour, un, faire les bonnes affaires, et deux, surtout, trouver les boutiques qui le vendent. Voilà, mais ça reste, je me répète, je sais, c'est la troisième ou quatrième fois que je le dis, ça reste quand même un téléphone très intéressant pour son prix. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, donc une vidéo qui dure depuis à peu près une demi-heure, donc merci de l'avoir regardée, n'hésitez pas bien sûr à vous lâcher dans la zone de commentaires, n'hésitez pas à réagir, dites-moi ce que vous pensez vous aussi de ce téléphone. Vous en êtes peut-être d'ailleurs vous-même le propriétaire ou le futur propriétaire, et bien justement n'hésitez pas à vous lâcher dans la zone de commentaires et à nous donner votre propre appréciation. N'hésitez pas aussi à tout simplement lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir, si la vidéo vous a plu, c'est un petit pouce bleu, voilà c'est le petit like qui fait plaisir, et aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube. Même chose, c'est un bouton qui se trouve sur la vidéo, là, qui s'appelle +1 abonnement. Et puis tout est dit, moi je vous remercie encore une fois de plus, je me répète, et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos de tests, de déballage, de présentation, d'interviews, etc. Comme d'habitude chez Top4Fun. Allez, à bientôt, ciao ciao.